Le film initial commence dans un établissement sombre et décrépit où un assistant médical quelconque administre du sperme synthétique à une femelle. Au Seigneur, c'est reparti. C'est reparti, une fois la procédure terminée, un gardien arrive là-bas et place le femme enchaînée et l'escorte impoliment. En route, elle observe d'autres femmes détenues en détention avec des tubes connectés à leur poitrine. Il semble que si l'établissement extrait le lait des femmes, par la suite, la femme dont l'identité est révélée être Lisa est confinée dans une cage. Ses mains sont ensuite liées à la clôture, garantissant qu'elle n'est pas capable de bouger d'un pouce. Il y a également de nombreuses autres femmes dans la pièce, dont la majorité ont perdu leur stabilité mentale à cause des mauvais traitements qu'elles ont subis. Ils ont enduré jours après jours. Par exemple, ils se sont zappés ou agressés de temps en temps par les gardes. Personne ne comprend comment ils sont arrivés ici, ni où se trouve cet endroit. La seule chose qu'ils comprennent, c'est qu'ils doivent s'échapper d'ici, mais ce n'est pas une tâche simple. Une nuit, une femelle entre brusquement en travail et commence à crier à plein poumon. Lisa tente de la réconforter depuis l'autre cellule, mais cela ne fonctionne pas. Bientôt le légarde accompagné de l'infirmière arrive et l'escorte hors de la cellule. Ils la forcent ensuite à accoucher, lui causant des douleurs atroces. Après beaucoup de luttes, un petit garçon est extrait, mais avant que la femelle puisse le voir, il est jeté à la poubelle et tué. Oh mon Dieu, Game of Thrones n'a rien là-dessus. Il s'avère que ces ravisseurs ne retiennent que les filles parce que leur objectif principal est d'en extraire le lait. Si un garçon naît, il est instantanément disposé après leur départ. La mère désemparée supplie Lisa de l'étouffer et de mettre fin à ses souffrances, mais cette dernière est hésitante. Une autre nuit, on voit une femme allongée, inconsciente sur le sol. Un des gardes arrive là et lui ordonne de se lever, mais comme prévu, elle est trop faible pour répondre. Furieux, il la saisit avec force et l'escorte dans une autre pièce, peut-être pour la tuer. Lisa observe tout cela se dérouler et devient terrifiée. Elle craint de ne jamais s'en sortir. Vivante, cependant, au fil du jour, elle perd le sens de la peur et commence à élaborer un plan d'évasion. Un jour, elle feint d'avoir une contraction et attire un garde vers elle et dès qu'il ouvre la porte, elle donne un coup de pied surprise. À sa tête, l'assommant, Lisa est choc d'envie des Bob Farmer. Les autres femelles sont exaltées par l'attaque et elles commencent à chanter pour Lisa. Alors avec la vengeance dans les yeux, elle prend le couteau du garde et l'achève avec. Lisa prend alors ses clés et procède à la libération de toutes les femmes. Mais à ce moment-là, elle entend quelqu'un s'approcher et se cache derrière la porte. C'est un autre garde qui s'est présenté pour enquêter sur la cause du désordre. Lorsqu'il découvre la forme sans vie de son camarade au sol, il est stupéfait. Soudain, Lisa lui tente une embuscade par derrière avec une chaîne métallique et finit par l'étouffer à mort. Lisa est le Bruce Willis des éleveurs de seins. Elle passe ensuite l'esclé à l'une des femmes et quitte finalement les lieux. Dehors, Lisa rencontre un long couloir avec de nombreuses portes de chaque côté. En parcourant chacun d'eux, elle est témoin de scènes déchirantes. Par une porte, elle observe un garde assassiner impitoyablement une femme, tandis que par une autre, elle aperçoit des centaines de femmes inconscientes attachées à des chaises. Des tubes sont attachés à leur poitrine et le lait en est extrait. Terrifiée, Lisa quitte immédiatement la pièce et entre dans la pièce suivante où elle trouve une fille à l'air effrayée. On dirait qu'elle est née dans l'établissement d'une des victimes. Lisa tente de réconforter la fille, lui assurant qu'elle la sauvera. Mais juste à ce moment-là, un garde arrive et l'emmène. Dans la scène suivante, lorsque Lisa se réveille de façon surprenante, elle remarque le garde rallongé dans une flaque de son propre sang. Il s'avère que la femme qu'elle avait libérée plus tôt va réussir à s'emparer d'un couteau et à le tuer. Les deux femmes se regroupent alors et commencent à élaborer un plan d'évasion. Ils comprennent que ce sera une tâche extrêmement difficile qui pourrait conduire à leur disparition. Mais vu les conditions désastreuses à l'intérieur de l'établissement, ils sont prêts à prendre ce risque. Tout vaut mieux que la ferme du sein. À ce moment-là, l'infirmière de tout à l'heure entre dans la chambre pour vérifier ses patients. Lorsqu'elle lui tourne le dos, les deux femmes la saisissent et lui tranchent la langue avec force. Ils l'ont ensuite confinée dans l'une des cages en s'assurant qu'elle ne puisse ni s'échapper ni crier. Dans la scène finale, nous découvrons le but réel de l'installation.
il s'avère qu'il récolte le lait des femmes pour produire une crème de beauté nommée Lactic Vita. Ce produit promet de rajeunir la peau en quelques heures seulement, ce que leurs concurrents ne peuvent pas réaliser. J'ai entendu dire que c'est aussi ainsi que MC Donald porte chance aux MC Fleury en regardant à nouveau un MC Fleury de la même manière. Ce film était basé sur des événements réels. Oh non, des millions de vaches sont abattues partout dans le monde, mais la manière dont elles sont traitées est inhumaine. Ils sont amenés de force dans un camp. Ils sont inséminés artificiellement. Ils reçoivent très peu de nourriture et sont constamment battus et maltraités. Leurs veaux mâles sont immédiatement jetés. Et finalement, ils sont exécutés alors qu'ils ne peuvent plus produire de lait. Le troupeau dépeint la manière brutale dont ils utilisent les femmes comme traitement. Une illustration au début du deuxième film nous présente un couple, Ben et Rachel, qui préparent le dîner ensemble et s'engagent dans divers sujets de conversation. Soudain, un coup retentit à la porte. Le couple est surpris car ils n'attendaient aucun visiteur à cette heure de la nuit. Ben demande à Rachel de continuer à cuisiner et se dirige vers la fenêtre. En voyant l'individu, toute son attitude change et l'enthousiasme d'il y a quelques instants disparaît de son visage. Dehors, un homme tient un coffret cadeau avec une expression sombre sur son visage. Ben identifie l'homme comme étant sans et informe Rachel de la visite inattendue de Sam, ce qui la surprend également. Elle exprime qu'elle ne souhaite pas le rencontrer, alors Ben décide de s'occuper de l'invité non invité. Et mon pote, toc toc, perds-toi, Sam. Sam le salue maladroitement et lui demande si sa visite était inopportune à la maison. C'était sans aucun doute un mauvais moment, mais il avait néanmoins à l'intérieur juste par courtoisie. Sam entre dans la maison et regarde autour de lui avec inquiétude, réfléchissant à un moyen de présenter le coffret cadeau lorsqu'il n'y a pas d'occasion particulière. Il demande si Rachel va être là, et quand Ben répond non, il pousse un soupir de soulagement. Alors qu'ils discutent, nous découvrons qu'ils ont eu un désaccord il y a quelque temps et qu'ils n'étaient pas dans des termes amicaux dont ils n'ont pas parlé depuis l'incident. L'apparition soudaine de Sam a donc été étonnante pour le couple. Après quelques moments de conversation gênante sur l'intérieur de la maison, Sam s'excuse pour ses actes lors de leur dernière rencontre. Il s'adresse ensuite enfin à la boîte entre ses mains et déclare qu'il s'agit d'un cadeau de sa part. Ben accepte la boîte, toujours incertain quant au but du cadeau. Ils n'ont rien d'autre à discuter, alors ils demandent poliment aux visiteurs s'ils souhaitent boire quelque chose. Après que Sam ait refusé, ils tombent dans un silence complet. En ayant assez de la maladresse, Ben lui demande sans détour s'il va bien. L'homme dit qu'il va bien mais demande à Ben d'ouvrir les cadeaux en sa présence. « Oh mon Dieu, ne le fais pas, Ben. » « Ne le fais pas, mon pote. » Sans se poser beaucoup de questions, Ben s'assoit pour le déballer. Il tente d'abord de lire la lettre, mais Sam insiste sur le fait que la lettre n'avait de sens qu'après avoir examiné le cadeau. Ainsi, Ben déchire le papier mal emballé et ouvre la boîte à sa grande surprise. Il ne trouve rien à l'intérieur, non pas parce que la boîte est vide, mais parce qu'il fait trop sombre pour voir à l'intérieur. Ne sachant pas comment cela est possible, Ben fait pivoter la boîte, mais quel que soit l'éclairage, il ne peut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il interroge Sam à propos de la boîte, mais ne reçoit aucune réponse. L'homme mystérieux s'enfuit précipitamment de la maison. Après son départ, Rachel entre et s'enquiert de ce qui s'est passé. Cependant, Ben va être préoccupé d'essayer de comprendre la boîte mystère. Il sort une lampe de poche et la dirige vers la boîte, mais malgré cela, le contenu reste invisible. Ensuite, Ben récupère un crayon et le laisse tomber dans la boîte, mais il ne fait aucun bruit. C'est presque comme si la boîte était un tunnel menant quelque part. Le couple le regarde, perplexe, ne sachant pas quoi faire ensuite. Ben tente de mettre sa main à l'intérieur, mais Rachel l'arrête parce qu'elle ne semble pas sûre. À ce moment-là, Ben se souvient de la carte fournie avec la boîte. Il l'ouvre et lit une lettre qui lui est adressée par Sam. Dans la lettre,
sans exprimer ses regrets pour tout ce qui s'est passé entre eux et affirme qu'il doit transmettre la boîte à quelqu'un d'autre. Il implore également Ben de ne jamais quitter la boîte des yeux, quoi qu'il arrive, car lorsqu'il ne regarde pas, elle bouge. Le couple est perplexe quant à la façon dont une boîte peut bouger, mais à ce moment-là, le crayon du précédent roule jusqu'au pied de Ben. Lorsqu'il regarde la boîte, à sa plus grande horreur, une personne regarde de l'intérieur. Mon Dieu, le couple est terrifié. Ils se regardent et tentent de communiquer avec la personne, mais celle-ci reste silencieuse. Il les regarde simplement, la sueur coulant sur son visage. Ben appelle rapidement Sam, mais cela va directement à la messagerie vocale. Pendant ce temps, Rachel se rend compte que l'étranger n'a pas quitté Ben des yeux pendant tout ce temps. Elle se demande ce que veut la personne, mais son mari est aussi déconcerté qu'effrayé. Ben appelle Sam à nouveau, mais pendant qu'il y est, il entend Rachel poser la même question. C'est à ce moment-là qu'il réalise enfin que la boîte lui fait entendre des choses. Tout ce qu'il a dit il y a quelques secondes se répercute dans sa tête. Inquiet que l'étranger puisse l'attaquer à tout moment, Ben récupère ses clés, prêt à partir avec Rachel. Cependant, lorsqu'il l'appelle, elle ne bouge pas. Elle déclare qu'ils sont toujours censés garder un œil sur la boîte selon la lettre. Donc, le laisser sans surveillance pourrait être risqué. Juste pour voir ce qui se passe lorsqu'il détourne le regard, il se tourne l'un vers l'autre pendant quelques secondes. Lorsqu'il se retourne, l'étranger a les mains sur la boîte, ce qui implique qu'il essaie de sortir. Alors Ben demande à Rachel de rester avec la boîte pendant qu'il se rend chez Sam. C'est toi, Ben, tu le fais. Il la fait asseoir sur une chaise et lui tend un couteau pour se protéger. Bien que la tâche soit effrayante, Rachel prend courageusement sa place et attend le retour de Ben. Dans la scène suivante, Ben parvient enfin à joindre Sam au téléphone et lui explique que la boîte communique des choses et qu'une personne en émerge. Sans être choqué parce qu'il ne savait pas que la boîte pouvait parler et la seule raison pour laquelle il la donnait à Ben était parce qu'il pensait que Rachel n'était pas là. En découvrant que Ben est parti, il panique quand il trouve Rachel seule avec la boîte. Il a été révélé que depuis que la boîte ne bouge que lorsque Ben, à qui elle a été offerte, l'observe en réalisant que sa femme est en péril, Ben fait rapidement marche arrière et rentre chez lui à toute vitesse, ignorant les protestations de Sam de l'autre côté qui lui demandent de ne pas revenir. Mais Ben ne le tient pas compte. À son arrivée chez lui, il trouve la pièce plongée dans l'obscurité et l'interrupteur cassé. Il utilise une lampe de poche pour inspecter la pièce et découvre que la boîte est absente et que Rachel est introuvable. Il ouvre la porte du sous-sol et l'appelle. Elle répond depuis la chambre, semblant complètement imperturbable lorsqu'elle cesse de parler. Ben descend prudemment les escaliers et entre dans la chambre, mais à son grand étonnement, la pièce est vacante. Il entend alors une perturbation provenant de la salle de bain et enquête prudemment. Il repère l'endroit de la boîte, maintenant à l'air libre. Ben tente de maintenir un contact visuel mais est surpris par un bruit. L'intrus disparaît en un instant et il reste seul. Ben tente à la hâte de s'enfuir à l'étage mais remarque des ombres de personnages descendant vers lui. Ils arrêtent leur mouvement lorsqu'ils les regardent, tout comme l'étranger de la boîte. De l'autre côté du couloir se trouve l'étranger, qui s'avance également vers Ben puisqu'il ne peut pas regarder dans les deux sens simultanément, ils finissent par l'atteindre et l'écran devient noir. La leçon apprise est de ne jamais accepter les boîtes d'étrangers nommés Sam. Le troisième film commence dans un cadre paisible où de la nourriture à moitié consommée et des boissons renversées sont éparpillées à proximité. On dirait que quelqu'un a été brutalement enlevé à partir de là. Il y a aussi un étang dans les environs qui s'avère être un lieu de baignade privilégié pour les habitants. Après un certain temps, une jolie fille potelée arrive là-bas, débordante d'excitation dans ses yeux. Elle a hâte de se baigner dans la chaleur torride, mais elle est également consciente de son apparence, ce qui l'incite à inspecter la zone et à vérifier si quelqu'un se trouve à proximité. Une fois que la fille a déterminé qu'elle est seule là-bas, elle enfile son maillot de bain et avance vers l'étang. Cependant,
alors qu'elle s'apprête à plonger, un homme d'âge moyen émerge de l'eau. Les deux échanges se regardent, incertains de ce qu'ils doivent faire. À ce moment-là, 3 tireurs apparaissent sur le pont voisin et commencent à narguer notre protagoniste, la surnommant CPJC. Ils se moquent sans relâche de son apparence et de sa structure corporelle, la forçant à plonger dans l'eau et à se cacher. Cependant, même là, les intimidateurs continuent leur harcèlement. L'homme à l'air suspect observe tout cela, mais il reste passif et quitte simplement l'étang. Étonnamment, nous découvrons un corps sans vie à l'intérieur de l'étang, complètement lié par des échelles. Il est clair que l'homme est responsable de cela. Cela se produit après un certain temps, lorsque la jeune fille sort de l'eau, pensant qu'elle est en sécurité, mais les intimidateurs commencent soudainement à l'agresser avec un outil de pêche. Filet. Ils prennent même des photos d'elle et les publient sur Internet. L'attaque s'avère si violente que la jeune fille commence à saigner du nez, mais heureusement, elle parvient à s'enfuir à la nage. Lorsqu'elles arrivent de l'autre côté de l'étang, les intimidateurs se préparent également à partir, croyant avoir accompli avec succès leur cruauté. Mission, mais malheureusement pour notre protagoniste, ils emportent tous ses vêtements et son téléphone portable avec eux. Dans la scène suivante, la jeune fille sort frénétiquement de l'eau et essaie d'appeler à l'aide, mais personne n'est là, elle est donc obligée de rentrer chez elle en maillot de bain, trempée dans l'eau. Pour aggraver la situation, elle ne trouve pas ses chaussures, ce qui rend son voyage difficile encore plus difficile. Pourtant, déterminée à rentrer chez elle, la jeune fille commence à courir sous un soleil de plomb. Lorsqu'elle atteint l'autoroute, un groupe de garçons arrogants la suit et l'appelle du même nom, PJ. Quelques-uns d'entre eux l'attrapent même et la mettent extrêmement mal à l'aise. Lorsque la situation dégénère, hors de contrôle, la jeune fille fait un détour et se précipite dans les bois. Ses yeux sont remplis de larmes et son cœur bat la chamade. Elle est fatiguée du harcèlement constant qu'elle subit à cause de son apparence. Alors qu'elle s'aventure plus profondément dans les bois, soudain, l'homme de la piscine apparaît. Il porte quelque chose de lourd avec lui, enveloppé dans du plastique, peut-être un autre corps. La jeune fille est terrifiée et commence à s'enfuir, mais l'homme monte dans sa voiture et la suit. Bientôt, il s'arrête à côté d'elle et la regarde d'un air menaçant à travers la fenêtre. Puis, une main ensanglantée émerge soudainement de la banquette arrière. Il n'appartient à personne d'autre qu'à l'un des tyrans qui la tourmentait plus tôt. L'intimidateur semble avoir été sévèrement battu et elle crie à l'aide. Cette fois, elle appelle même la fille par son vrai nom, Sarah. Cependant, Sarah est trop choquée pour répondre car elle se tient là, incrédule. L'homme laisse tomber ses affaires par la fenêtre que les intimidateurs avaient prises plus tôt. Cela révèle qu'il a déjà traité avec les 2 autres. Le film se termine alors que Sarah remercie nerveusement l'homme pour son aide et lui aussi lui fait signe. Quant au bully, elle continue de crier à l'aide, mais Sarah refuse. C'est qui le cochon maintenant, hein? Rire, abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci. Activez les notifications et laissez un like pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé.